Donc, alors sur la première diapositive, donc j'ai choisi de façon très générique deux représentations de deux ports importants en Méditerranée occidentale et en Gaule. Donc, le port de Lyon en petit clin d'œil avec l'étude justement des textiles issus de l'épave LSG-4, et puis le port de Marseille que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, diapositive suivante. Donc, en fait, l'archéologie navale, comme la plupart de vous le savez déjà, c'est une science qui est relativement récente, qui date à peu près de 70 ans. Et cette science a connu plusieurs intérêts différents. Au départ, un intérêt pour l'architecture navale, qui est toujours, à l'heure d'aujourd'hui, un intérêt de premier ordre. Et puis, dans un second temps, en fait, les différents éléments des bateaux ont, au fur et à mesure que la science a évolué, eu un intérêt particulier pour les chercheurs et les spécialistes. Donc, diapositive suivante. Donc, au sein justement de ces éléments en lien avec les bateaux, il y a un objet technique particulier, c'est la voile et aussi les gréements. Donc, ces éléments techniques, au même titre que la céramique ou d'autres éléments marqueurs de technologie, sont des indicateurs de premier ordre. Tout d'abord, les fibres peuvent permettre de retrouver des réseaux de consommation et des aires de culture spécifiques. Et dans l'Antiquité, justement, la consommation de ces fibres était réglementée, par exemple par la loi Marcella. Il y a eu également les lois somptuaires qui ont à la fois réglementé et la consommation des fibres et leur transformation par notamment l'application de teintures. Alors j'ai illustré mon propos avec des scènes célèbres de Pompéi où justement on voit des petits poutis participer à atteindre des textiles et puis ici participer à la transformation de ces fibres dans des procédés un petit peu techniques. Donc, diapositive suivante. Alors, ces textiles en archéologie navale et ces fibres, on les trouve dans deux sources principales, les cordages, dont notamment une photographie de cette célèbre découverte en Égypte, au bord de la mer Rouge, de toute une série de cordages en lien avec des épaves qui étaient démantelées et certaines étaient remontées par ligature. Et puis, grâce au reste de voiles qui, eux, sont très peu conservés pour plusieurs raisons. D'abord, par rapport enfin, du fait du matériau organique qui se décompose très facilement et très rapidement en contexte marin, mais aussi par rapport enfin, du fait de la valeur des voiles, à mon sens, au moment au moment en fait où les bateaux vont se retrouver, enfin vont échouer, je pense que parmi les premières choses qui sont récupérées, il y avait les voiles. Donc ici, il y a une représentation d'un fragment de voile issu de l'inconnu de Lyon, en fait, qui est à ce jour les restes, enfin, comment dire, le matériel qui a servi à embaumer cet inconnu de Lyon, qui est une momie qui avait été étudiée par Jean-Claude Goyon dans les années 80. Cette momie a livré le plus grand nombre de fragments de voile à ce jour connus. Jean Rouget avait identifié parmi cet ensemble un fragment de voile et l'ensemble des textiles issus justement du rembourrage de la momie n'a pas été étudié. Donc, c'est une étude qui est en cours. À l'intérieur, enfin, dans cet ensemble de textiles, j'ai pu, dans un premier temps, retrouver au moins 3 restes de voile distincts. Donc, sur cette diapositive, on peut voir que c'est une voile avec justement un aspect assez particulier où on voit des fragments donc d'étoffes qu'on appelle des laises qui sont assemblées les unes aux autres et rehaussées de sang.
angles qui participaient justement au renforcement de l'ensemble. Mais sur cette photo, et vous me pardonnerez le fait qu'elle apparaît en petit, on voit également des éléments de renfort qui viennent justement apporter un soutien particulier aux lèvres extérieures dans le travail, lors du travail de la voile, quand justement celle-ci est activée par le vent. Diapositive suivante. Donc, ces textiles, en fait, qui sont justement très peu retrouvés, l'archéologie navale en a livré récemment, enfin récemment, déjà depuis les années déjà 70, on a livré dans un premier temps comme élément d'étanchéité, ils étaient utilisés comme élément d'étanchéité sur certaines épaves, que ce soit des épaves découvertes en milieu maritime ou des épaves découvertes en milieu fluvial, mais également dans des dépotoirs comme le dépotoir de la fouille de Marseille-Bourse, où on a retrouvé des textiles mis en boule sous forme de galets d'étoffe et recouverts de pois. Et en fait, cette poix, c'est l'élément commun à ces deux ensembles de textiles qu'on retrouve essentiellement en Méditerranée occidentale. Diapositive suivante. Alors, ces textiles, lorsqu'ils ont été découverts et analysés, ont souvent été interprétés dans un premier temps comme étant des rebuts, bien entendu, mais aussi et surtout des rébus de vêtements. Alors ici, il y a une photographie qui montre justement ces textiles au moment où ils sont désengagés des planches de bois contre lesquelles ils se trouvent. Et vous avez un aspect de ces textiles au moment justement de leur dégagement. Donc, on voit bien que ça ne ressemble pas du tout à du tissu dans un premier temps, que ces textiles ont pris la forme du bois pour presque avoir un aspect minéralisé. Donc, diapositive suivante. Alors, une fois qu'on identifie ces textiles, qu'on les dégage de leur ensemble et qu'on arrive à une situation de mise à plat, se pose la question de l'interprétation. Comme je vous disais il y a un instant de ça, ils ont d'abord été interprétés comme des restes de vêtements, mais si on regarde par exemple cette mosaïque qui a été découverte en Suisse, sur ce chargement, on voit bien que la bâche qui est posée sur le chargement a une structure, répond à des caractéristiques particulières. Tout à l'heure, sur le fragment de voile de l'inconnu de Lyon, on avait vu qu'il y avait des sangles et on voit ici qu'il y a de l'ordre de la couture, un peu comme on ferait pour un bouti, où on voit des petits carreaux d'étoffe cousus les uns les autres avec de petits éléments de renfort. Alors, que peut-on dire en fait lorsqu'on est face à un textile? Comment peut-on l'interpréter? Sur quel élément on peut se baser? Alors, on voit que là, en l'occurrence, le recours à l'iconographie permet de retrouver des éléments techniques, comme c'était le cas pour la frise de la téléfille. Et on va essayer de comprendre en fait quelles données techniques on peut avoir dans les textiles pour pouvoir réussir à les interpréter. Donc, diapositive suivante. Donc, ces textiles qu'on retrouve, que ce soit dans les dépotoirs en milieu portuaire ou comme élément d'étanchéité, avant tout, ils représentent un savoir-faire bien spécifique. Et alors, n'étant pas spécialiste du calfatage, je ne me lancerai pas dans une interprétation de la manière d'introduire les textiles entre les éléments du bateau pour garantir l'étanchéité, mais comme tout élément technique, justement, il représente un savoir-faire qu'il conserve et dont justement Laure Meunier, qui a travaillé dans le cadre de son Master 2 sur ces textiles d'étanchéité, a proposé une interprétation déjà dans laquelle elle a réussi à retrouver des gestes qu'auraient utilisés des calfateurs pour justement introduire les textiles entre les éléments de bois pour assurer leur étanchéité. Mais le travail du textilologue est de revenir à l'utilisation première de ces textiles, vu que la dernière utilisation est celle que l'on connaît, celle de l'étanchéité. Donc, diapositive suivante. Donc, par rapport à justement
ces éléments de textile qui servent à l'étanchéité. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que ces textiles, on les trouve dans deux contextes différents. Le contexte qu'on vient de voir, éléments d'étanchéité de bateau, mais dans les dépotoirs. Et dans les dépotoirs, je vous ai parlé de textiles en forme de galet. Donc je vous ai mis deux éléments de comparaison. Un type de galet textile qui est issu des fouilles de Jimmy Mouchard à Rezé-Saint-Lupien, où en fait le textile a donc cette forme circulaire, et un dessin qui est issu de l'article de Boyer et Vial, qui mentionnait lors de la découverte des textiles qui sont conservés actuellement au musée de la Bourse à Marseille, ces textiles qui ont été retrouvés sous forme de boules. Alors on a exactement la même mention pour les textiles qui ont été découverts à Chalon-sur-Saône, dans le port du Petit Creusot, où on a une mention également de petites boules de tissu en paquet. À Arles également, la découverte de textiles sous cet aspect-là a été soulignée. Et cette forme, elle n'est pas anodine. Quand on s'intéresse justement à l'histoire des techniques et aux artisans qui auraient pu mettre en œuvre les textiles de cette manière-là, on est très vite confronté à une sorte de manque d'information. Et les seuls artisans qui sont mentionnés dans les textes, en dehors des spécialistes de la charpenterie navale, ce sont les stupatores qui, eux, travaillaient les fibres et notamment réaliser les cordages. Et il n'y a qu'une seule photographie qui montre les stupatores. C'est un relief en fait qui a été recensé par Espérandieu et qui a été détruit durant la guerre, malheureusement, dans les bombardements de Reims. Et donc du coup, le relief n'existe plus, mais on peut voir sur ce relief qu'ici, il y a un petit appareil qui, d'après la littérature, s'appellerait l'Hermès, qui permettait la fabrication du cordage. Donc, diapositive suivante. Quand on creuse un petit peu plus loin au niveau de l'iconographie, on trouve une représentation à Rome d'un cordonnier et de ce personnage-là qui, comme la plupart des artisans, porte donc ce vêtement assez caractéristique avec l'épaule dénudée qui file justement une matière qui est représentée en écheveau et accrochée et qui, à mon sens, serait du chanvre ou du lin. Et tout à l'heure, donc, je vous parlais de l'Hermès. Donc, c'est la seule citation que l'on a de cet appareil, celle de Pollux, qui justement parle de la réalisation des cordages. Mais on n'a pas d'éléments spécifiques pouvant réellement attester d'une corporation de stupatores avec une représentation spécifique. Et encore une fois, les éléments que l'on a ne parlent pas du textile et de leur mise en œuvre secondaire, mais uniquement de la fabrication des cordages. Donc, diapositive suivante. Alors, il y a cette mosaïque qui est extrêmement intéressante, hein, et mosaïque qui nous vient d'Israël, mosaïque du Coq, où dans cette scène de pêche et maritime, un peu de grand chaos, où on voit le bateau s'affairer avec des manœuvres, il y a ici dans le cercle cette petite scène de côté où on voit deux personnages de part et d'autre qui semblent réaliser un cordage. Alors, de là à pouvoir se dire que c'est un cordage qui est utilisé sur les bateaux ou pour toute autre chose, le fait que la scène soit manquante, on a un peu du mal à aller plus loin dans l'interprétation, mais à part une scène de réalisation de cordage et au vu du contexte, on ne peut pas interpréter en fait cette petite scène autrement. Donc, on se rend compte que finalement, au niveau de l'iconographie, on se retrouve très très vite limité et encore une fois, les textiles ne sont pas mis en œuvre. Mais si on s'attarde un petit peu sur cette mosaïque et qu'on revient sur la photographie que je vous avais montrée précédemment par rapport au reste de voiles issus
textiles du linceul de la momie de Lyon, on voit bien sur cette représentation de voile, mais comme sur d'autres, que l'on a un jeu de laise en damier avec des sangles, en fait, qui viennent renforcer l'ensemble. Donc, on est dans une forme de tradition de fabrication des voiles. On a une représentation technique très spécifique sur cette mosaïque-là. Donc, diapositive suivante. Alors, si on fait un petit bilan à ce stade, au niveau de la Méditerranée occidentale, les sources textiles qu'on va avoir, qui vont nous permettre justement de comprendre davantage l'apport des textiles à l'archéologie navale, ce sont des sources qui vont soit provenir d'épaves maritimes ou fluviales, soit de dépotoirs. Comme c'est le cas, comme je vous l'avais cité, le Petit Creusot, Arles, Marseille, Rezé-Saint-Lupien. Alors, dans mon exposé, je n'ai pas retenu les épaves maritimes pour deux raisons. Les mentions d'emploi de textiles, en fait, sont précisées que dans de rares publications ou dans les rapports de fouilles. Et pour être allé sur place à Marseille, notamment avec Marc et Laure Meunier, en fait, pour ce qui concerne l'épave de la rive de Gier, alors je me trompe toujours dans les noms des épaves, donc c'est le Grand Congloué. Et en fait, il y a mention des textiles, mais il n'y a pas de reste. Et l'autre épave maritime dans laquelle on a aussi une signalisation d'utilisation de textiles pour l'étanchéité, c'est l'épave d'El Madia. Je suis partie à Carthage plusieurs fois et là encore, à part des mentions dans les articles, il n'y a pas de photographie des textiles et les textiles semblent avoir disparu. Donc malheureusement, on n'a pas d'éléments de comparaison, d'où le fait de ne pas les avoir gardés dans l'exposé. Voilà. Diapositive suivante. Donc, ces textiles, une fois qu'ils sont dégagés de leur poids et qu'ils sont mis à plat, on se rend compte qu'ils comportent un certain nombre d'informations. Alors, sur ces diapositives, je vous ai mis alors de gauche à droite une représentation de textiles issus de l'épave d'LSG 4. Donc, c'est un fragment de textile, une laise qui fait partie de la dernière vague des tissus étudiés, donc inédits. Tout en haut, au milieu, des fragments textiles issus de la fouille de Rezé-Saint-Lupien de Jimmy Mouchard, et en bas, des fragments de textiles issus du Petit Creusot. Et là, rien qu'en rapide coup d'œil, on se rend compte que ces textiles ont des caractéristiques communes, comme notamment la présence de cordages de côté. Donc, diapositive suivante, nous allons voir après les différents éléments qu'on peut relever sur ces tissus. Donc, outre le cordage, on se rend compte que ces textiles ont des caractéristiques bien spécifiques, comme des éléments de couture bien particuliers. Là, en fait, ici, il s'agit sur la grande photographie d'une lisière roulée qui donne l'aspect d'un cordage, mais qui n'est pas du tout un cordage. Et puis, des détails d'ourlet simple. Donc, diapositive suivante. Et quand on regarde de façon plus approfondie encore ces textiles et qu'on s'intéresse à leur armure, alors rapide information technique, l'armure, c'est la manière dont les fils vont être liés entre eux pour fabriquer le tissu. Donc, il y a différentes armures. La première, celle que vous voyez, c'est l'armure toile, c'est le croisement simple perpendiculaire de tissu. Et puis, l'armure sergée également, qu'on verra par après. Et à partir de ces jeux de croisement, il y a des dérivés et chacun de ces éléments de tissage correspondent à une production bien spécifique. Et alors, ce qui est très intéressant quand on s'intéresse à l'armure des tissus, et j'ai volontairement fait le choix de montrer deux armures de tissus avec plusieurs siècles de différence. Donc, la petite image représente l'armure d'un fragment de voile prélevé sur la Jeanne Élisabeth, donc bateau du XVIIe siècle. Et
l'image qui est plus grande, c'est une macro d'un fragment de la voile, enfin d'une des voiles issues du linceul de l'inconnu de Lyon. Et sans être spécialiste du textile, on voit très très bien que les armures sont très 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 proches, voire quasi similaires. Diapositive suivante. Donc, voici le fameux fragment sur lequel s'est basé Jean Rouget pour identifier les restes des textiles d'embaumement comme étant un fragment de voile. Alors, on voit très bien qu'il y a des sangles de part et d'autre qui sont rehaussées de couleur, puis une sangle latérale qui est différente, et ce petit fragment d'anneau qu'il a interprété comme un anneau de Cargue. Alors, pour ceux qui connaissent les travaux de Julian Whitewright, et notamment le travail qu'il a fait de recension des anneaux de Cargue et des capes de mouton, on voit très bien qu'on est dans le même type de typologie. Et si l'on regarde encore plus en détail justement ce fragment textile, on se rend compte que le fait qu'il y ait deux types de sangles différentes représentées, c'est pas anodin. En fait, dans le textile, dans la réalisation des objets textiles, que ce soit des vêtements ou autres, chaque élément de la pièce a un rôle bien spécifique. Et les points de couture qui sont également utilisés pour justement le montage de la pièce, lui aussi n'est pas anodin et participe à la conception générale de l'ensemble. Donc, diapositive suivante. Donc, tout à l'heure, je vous parlais donc, du travail de John Whitewright. Donc, vous avez ici une macro de cet anneau de Cargue avec justement les petits liens qui sont réalisés en chanvre qui permettent la fixation de l'anneau de Cargue sur l'ensemble. Et puis ici, on voit la typologie qu'il en a faite grâce aux découvertes du site de Myosormos. Donc, diapositive suivante. Alors, on en revient à nos textiles issus de l'étanchéité et notamment ce fragment des textiles qui vient de la seconde vague d'études des textiles issus du chaland LSG4. Et après le déploiement des étoffes, et notamment, alors petite parenthèse, le déploiement de ces étoffes-là a été fait par Laure Meunier qui a mis au point une technique de déploiement très intéressante, inédite par rapport au déploiement de ce type de tissu précédent, qui a permis la conservation de textiles en quantité importante. Et le fait que justement ces textiles aient été conservés en surface importante, la caractérisation d'éléments techniques a pu être plus simple et a donné des résultats relativement intéressants. Et justement, quand on voit un des éléments justement inédits, on se rend compte de plusieurs choses. Premièrement, cette marque sur le tissu qui se dégage et ces petites perforations. Et ces petites perforations, en fait, peuvent correspondre à l'utilisation de ce cap de mouton parce que, enfin, n'étant pas spécialiste de la voile, c'est ce que je disais tout à l'heure, je relève uniquement les éléments techniques sur les étoffes et je ne vois pas comment, en fait, on peut expliquer ces perforations autrement que par le lien qu'on peut faire avec ces éléments d'accastillage. Alors, ce qui est aussi également intéressant sur cette étoffe, c'est la marque qui est restée en négatif sur le tissu, qui indique non seulement que à l'endroit des perforations, il y avait quelque chose qui passait et qui peut fonctionner avec des capes de mouton, mais qu'également il devait avoir un textile qui venait renforcer cet élément-là et qui a laissé au moment du tri cette marque négative et cette décoloration, un peu comme si vous avez peut-être fait l'expérience, vous remixez un jean en short et vous enlevez une poche et donc du coup la poche va avoir une couleur, là à l'endroit de la poche on va avoir une teinte du jean qui est beaucoup plus foncée que le reste de l'ensemble du textile. Donc diapositive suivante.
Autre information qui nous est livrée par ces ensembles de textiles, et notamment LEG4 seconde vague, mais également LEG4 première vague, qui a été étudiée par Fabienne Médard, c'est que les toiles qui sont conservées dans ces textiles d'étanchéité ont des caractéristiques particulières. Alors, sans rentrer dans trop d'informations techniques, sur ce fragment d'étoffe-là, si vous regardez bien la photographie et la pièce, vous vous rendez compte que des barres latérales euh, apparaissent dans le motif de la toile et en fait ont été créées au moment du tissage. Alors, ces barres latérales-là, elles ont un double intérêt pour et l'archéologie navale et les spécialistes du textile. Elles sont réalisées sur des métiers à tisser bien particuliers qui sont des métiers à tisser, enfin des métiers à lisse. L'origine de ces métiers à tisser, c'est une origine orientale et plus précisément égyptienne. Et ces fils-là qui viennent créer un motif et un certain rythme, ce sont des fils de trame qui sont incrustés dans la toile et qui viennent renforcer celle-ci. Donc, si on a un textile avec une disposition technique bien particulière, type renfort, c'est que ce textile-là a une vocation technique et une vocation à résister à notamment l'attraction et le frottement. Donc, diapositive suivante. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'étude des textiles issus des LG4, mais première vague. Donc, LG4, cette épave qui a été découverte à Lyon lors du réaménagement du quai Saint-Georges, a livré donc plusieurs textiles d'étanchéité. Une première étude a été effectuée par Fabienne Médard sur un premier ensemble de textiles et une seconde étude a été réalisée par Fabienne Médard et moi-même. Et ce textile-là précisément, est issu de la première vague d'études réalisée par Fabienne Médard. Et Fabienne n'avait pas relevé justement qu'il y avait la disposition que je viens de vous montrer, à savoir des barres horizontales dans ce textile-là. Et ce qui est très intéressant au niveau de la réalisation de ces tissus, c'est que le textile que je vous ai montré précédemment, c'est un textile qui est réalisé en lin. Ce textile-là, lui, c'est un textile qui est réalisé en laine. Donc, on a une disposition technique, une réalisation technique qui s'applique aussi bien à un matériau d'origine végétale, une fibre végétale, le lin, mais également à un matériau tel que la laine. Donc là, c'est une mise en carte, donc c'est-à-dire le schéma technique du tissage avec justement cette disposition du changement de rythme dans la toile. Donc diapositive suivante. Là où l'intérêt devient plus grand, c'est que jusqu'à présent, si on s'arrête juste au textile d'étanchéité, on voit, alors c'est une autre pièce textile, toujours des LG4 seconde vague, on voit toujours ce rythme particulier et ce n'est qu'un tissu avec un motif particulier. Mais si on le compare aux textiles qui ont été identifiés par Jean Rouget comme étant des restes de voile, on se rend compte qu'on a exactement le même type de disposition au niveau du tissage. Et là, le cheminement devient totalement différent. Ces textiles d'étanchéité qui étaient considérés comme des textiles de seconde main et probablement peut-être même des restes de vêtements, ils prennent une couleur totalement différente. On voit qu'ils ont une vocation technique et ils se rapprochent plutôt des voiles de bateau. Et là, l'intérêt devient totalement différent. Et l'interprétation que je vous ai donnée tout à l'heure avec l'éventuelle utilisation de capes de mouton prend un sens totalement différent. Donc, diapositive suivante. Quand on regarde plus en détail donc ces textiles issus de la momie de Lyon, on voit que au niveau du montage de la voile, on va donc toujours trouver ces dispositions de tissage bien particulières, mais aussi l'emploi de points de couture particuliers ou la marque en fait de ces points de couture qui a disparu. Et dans la comparaison avec d'autres ensembles textiles, ces éléments sont déterminants et pour l'interprétation et pour la compréhension de la réalisation de voiles ou d'autres éléments textiles. Donc, diapositive suivante.
toujours à partir de la comparaison des textiles d'étanchéité et de ces restes de textiles issus de la momie de lion, on voit que ces restes de voile interprétés par Jean Rouget ont des particularités, notamment la présence de réparations, de patchs de réparation, mais dans d'autres endroits, des renforts, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Diapositive suivante. Alors, quand on a ces informations-là, qu'est-ce qu'on peut en faire pour justement comprendre ces textiles d'étanchéité une fois qu'ils ont été dégagés de leur poids et qu'ils ont été plus ou moins mis à point? Alors, on se rend compte qu'il y a des éléments qu'on peut comparer. Donc, sur cet élément-là, issu des LSG4 seconde main, j'ai pu effectuer un schéma de remontage où on voit qu'il y a justement deux lèses avec une armure bien particulière, des points de couture. Alors, de façon plus particulière, on se rend compte que ces points de couture apparaissent à un rythme qui est assez semblable de celui qu'on peut repérer sur le reste de voile de la momie de Jean-Claude Goyon. Et on se rend compte également que ces fragments de laise sont encore une fois rehaussés à certains endroits d'un cordage avec un montage, là encore, particulier. Donc, diapositive suivante. En poussant davantage l'interprétation, alors toujours issu des LSG4 Nouvelle Vague, on se rend compte que ce fragment textile-là correspond à ce schéma de restitution-là, trois laises de formes différentes avec des points de couture de part et d'autre. Et puis, à cet endroit-là, sur la photographie où il y a les textiles, un motif en queue de poisson dans la partie supérieure. Donc là, déjà, ces fragments de textiles issus de l'étanchéité, ils prennent un jour nouveau parce qu'en fait, ils ne correspondent plus à un vêtement, mais ils semblent plutôt correspondre à des textiles à vocation technique et se rapprochent de plus en plus de ce que je vais finir par interpréter comme des restes de voile. Alors, diapositive suivante. Et quand vous avez en tête justement ces laises que l'on vient de voir, en comparaison avec les représentations que l'on peut avoir des voiles en Méditerranée occidentale, on retrouve notamment le souparome, ici, en partie supérieure, et on se rend compte que au niveau de l'assemblage, justement, du souparome, on a ce rythme de laise étroite et ces fragments de textile qui sont un petit peu plus larges, qui viennent justement, qui participent au patron de cette voile. Et justement, ces textiles d'étanchéité prennent un sens totalement différent. Alors, diapositive suivante. Autre élément contenu dans ces textiles d'étanchéité, toujours issus de LSG4 seconde vague. Donc tout à l'heure, quand je vous disais que Laure Meunier a réussi à trouver des quantités à mettre à plat des quantités de textiles importantes, donc notamment regardez la taille de ce fragment qui fait plus de 50 cm. La taille est un élément significatif pour la conservation des éléments et leur interprétation. Et donc, on se rend compte que ces textiles gardent des informations telles que ce que j'interprète être un œilleton, avec des restes de fils qui correspondent à de la broderie. Donc, à la fois, on a double information, tri et sélection de ces textiles avant d'être utilisés dans l'étanchéité et récupération même des fils ayant servi à des motifs de broderie ou des renforts à certains endroits. Et en comparaison toujours avec la voile du jeune Elisabeth, on se rend compte qu'on a un œilleton de même type, avec un renfort au niveau de l'œilleton réalisé avec des fils de couture, dont on retrouve au niveau des LSG4 des petits reliquats. Alors, je suis désolée, les photos sont un petit peu sombres, mais Marc pourrait éventuellement fournir des photos de bien meilleure qualité à ceux qui seraient intéressés par ces informations techniques. Alors, diapositive suivante. Alors, si on accepte l'interprétation de ces textiles comme éléments de voile, on se retrouve tout de suite confronté à un problème, c'est
le problème de la réalisation. En fait, il n'existe qu'une seule mention de tisserand spécialiste dans la fabrication, le tissage de voiles de bateau. Et en dehors de cette unique mention épigraphique, on n'a strictement rien du tout, mis à part ces restes textiles qui permettent de mettre en place une typologie par comparaison. Alors, diapositive suivante. Donc, comment en fait interpréter ces données? Alors, les papyrus apportent des informations par rapport à notamment la location des bateaux et la location des gréements, ainsi que des voiles, mais on n'a pas plus d'informations en lien avec la réalisation des textiles, en lien avec la navigation, ni avec les cordages. Là encore, la confrontation des sources n'apporte pas d'éléments supplémentaires à la problématique. Donc, diapositive suivante. Donc, en fait, ce que l'on a, c'est uniquement les textiles. Et justement, en relevant méthodiquement les informations des textiles, on va avoir des données en lien avec les fils et la typologie de cela. On se rend compte que les fils utilisés pour la réalisation de ces objets textiles sont des fils extrêmement fins. Et ces fils, justement, nous renvoient à un objet très spécifique, c'est l'aiguille, et quel type de matériel peut être utilisé justement pour la couture de ces objets textiles et leur montage. Alors, j'ai trouvé cette représentation d'aiguilles sur Internet dans une publication en lien avec des découvertes d'aiguilles à la Tara. Et on se rend compte que ces aiguilles en bronze, qui seraient des objets totalement appropriés pour l'identification et la réalisation des coutures qui sont repérées sur ces tissus, ont des chats extrêmement fins. Si on compare ce matériel au matériel de couture de voile du XVIIe siècle, on a une typologie de matériel qui est totalement différente, avec l'emploi de fils au diamètre beaucoup plus important, et l'emploi d'aiguilles qui sont totalement différentes. Donc déjà, on a une piste de recherche qui s'ouvre à nous, c'est notamment la découverte ou l'identification de matériel en lien avec la réalisation de ces objets. Diapositive suivante. Donc, si on regarde d'autres ensembles d'aiguilles, on se rend compte que ces aiguilles sont plus épaisses. Alors, ces aiguilles viennent également de la Tara et les chats ne correspondent pas à la finesse des fils qui sont employés pour les coutures qui sont repérées sur les objets textiles. Donc, diapositive suivante. Autre indication que l'on trouve dans ces textiles et qui participe à l'interprétation, ce sont les usures, et notamment des usures extrêmement spécifiques qui sont systématiquement réalisées dans le sens de la trame. Donc là, c'est différents clichés de fragments textiles différents. Et sur des textiles aux armures bien particulières, ce sont systématiquement des sergés ou des dérivés sergés qu'on appelle des chevrons. Alors, pour que vous fassiez une idée, c'est l'armure qui est utilisée pour réaliser les jeans, celle qui fait un peu des petits chevrons, des aides, qui est assez facile à repérer. Donc, diapositive suivante. Donc, autre type d'usure, avec en même temps, on voit des restes de peinture sur cette usure-là. Diapositive suivante. Et sur les voiles, autre donnée qui permet une interprétation intéressante, c'est la présence de couleurs. Alors, le premier ensemble de textiles qui m'a intéressée à ces textiles d'étanchéité que j'ai étudiés, c'est celui de Rezé-Saint-Lupien, où j'avais repéré, mais uniquement grâce à la photographie, des restes de couleurs. Des tests avaient été faits pour notamment essayer d'identifier les colorants, mais ils n'étaient pas probants. Alors,
alors deux possibilités, soit les tests n'étaient pas adaptés, soit la présence de poids empêche l'identification de colorants. Donc sur ces deux macros que je vous présente, ce sont deux macros de textiles qui proviennent d'LSG4 seconde vague. On a deux typologies de couleurs bien différentes. Donc la première, une couleur apposée sur la fibre, donc comme on pourrait peindre sur un mur. La deuxième, une couleur qui est beaucoup plus marquée sur le tissu et au niveau du textile, c'est ce qu'on appelle une impression à la réserve. On peut l'obtenir que d'une seule manière. On prend un tissu sur lequel il n'y a pas de couleur. On va appliquer un produit de réserve et lorsque le textile en fait va être plongé dans un bain de couleur, quelle que soit sa couleur, la partie qui a été réservée en fait ne va pas prendre la couleur et lorsqu'on sort le textile du bain de teinture, eh bien la partie qui n'était pas réservée va prendre la couleur et va permettre d'obtenir un tracé aussi net que celui-ci. Donc diapositive suivante. Donc, un autre exemple de textile, de couleur apposée sur ces textiles empoissés, on voit bien la présence d'un colorant blanc sur la fibre. Et ces deux types en fait d'ornementation permettent de retrouver deux méthodes en fait d'ornementation des textiles et ces deux méthodes d'ornementation ont une origine orientale. Alors je vous ai mis justement l'exemple le plus significatif que j'ai vu de cette technique-là qui est issue de l'étude textile LSG4 de seconde vague. Donc c'est le fragment Calfa 54 S694 où sur la pièce mise à plat, plusieurs éléments techniques sont très intéressants. Il y a des traces d'usure, un fragment de clou qui a été retrouvé par l'or, mais surtout ces restes de couleurs qui, alors à mon sens, mais si certains spécialistes voient autre chose que moi, pourraient être des restes d'écriture. Donc, j'en suis pas certaine. Mais ce qui est très intéressant d'un point de vue technique textile et notamment ennoblissement, c'est que la position de cette couleur sur la fibre, sur le tissu, ne peut se faire qu'à l'aide d'un tampon et de l'utilisation d'un colorant dans lequel il y a déjà le mordant pour que la couleur, en fait, par application, comme sur un mur, en fait, se fixe sur le tissu et avec l'oxydation se révèle et forme ces motifs qui sont restés bien imprimés. Alors, pas imprimés parce que le terme d'impression implique que le colorant rentre au cœur de la fibre. Là, les colorants restent en surface pour former un peu comme une pellicule au-dessus de la toile, mais justement, l'utilisation de tampons explique la présence de ces motifs en relief sur la toile. Gardez bien à l'esprit que ces textiles, en fait, ont été triés et se sont retrouvés empoissés, compressés entre des planches de bois. Le simple fait qu'ils aient été conservés relève un peu du miracle. Donc, diapositive suivante. Donc, la technique précédente, c'est une technique qui est originaire de l'Inde. C'est vraiment une des plus anciennes techniques d'impression au tampon à la main et elle est originaire d'Inde. Donc textile suivant, donc diapositive suivante. Donc autre textile issu des LSG4 seconde vague, où là on a un autre type de motif que j'ai pu repérer, donc une sorte de motif en vague, avec une modalité d'impression totalement différente. Alors même en n'étant pas spécialiste, j'ai un peu dégagé le travail pour vous. On voit qu'il y a une sorte de motif en blanc dans le fond, un peu blanc-gris, et puis un motif en couleur rehaussée
rehausser. Et alors, cette technique-là, c'est une technique qui est utilisée à la fois en Inde, mais également en Égypte, qui consiste à mater le textile avec de la cire. Donc, toute la partie qui est en blanc, en fait, recevait une couche de cire, un peu comme si on préparait un mur à l'encaustique avant d'appliquer la teinture. Et à l'aide de tampons ou de poinçons, les motifs sont découpés et on rehausse ces motifs avec de la couleur qui va donner du relief à l'ensemble. Donc là, on a cette technique encore indienne, donc diapositive suivante. Et on peut se poser la question, en fait, de l'apport justement de ces textiles à l'archéologie navale. Alors, pour ma part, je pense que ces textiles qui sont retrouvés dans l'étanchéité des LSG4 et probablement d'Arles 3, ainsi que les textiles issus des dépotoirs de port, sont des restes de voiles ou d'éléments en lien avec les couvertures d'appareils que l'on trouve sur les bateaux, tels qu'ils peuvent être décrits dans les textes. L'identification des fibres qui les composent permet en fait de comprendre les réseaux de consommation des fibres. Alors, j'espère que Marc ne se fâchera pas de ce que je vais dire. Donc, dans les études précédentes, on a uniquement repéré l'utilisation de laine pour les textiles issus de l'étanchéité. Pour la nouvelle étude qui a été faite, mais comme c'était aussi également le cas pour le Petit Creusot, on a retrouvé des restes de ramie, qu'on appelle également l'ortie de Chine, qui est une plante qui était consommée dans l'Antiquité et au 1er siècle et qui vient de Chine, et notamment par le biais de l'Égypte, arrive jusqu'à Rome pour les besoins divers et variés qu'on pouvait en faire, soit pour l'habillement, soit pour les besoins en archéologie navale. Donc, on retrouve des fibres lointaines qui nous permettent de comprendre les réseaux de consommation. L'identification en fait des armures des textiles permet de comprendre la typologie du tissage. Alors, vous vous rappelez la diapositive que je vous ai montrée en début de propos, celle qui montre le reste de voile, l'armure du reste de voile de la momie de Lion et la voile du Jeanne-Élisabeth, où on voit que en termes de tissage, il n'y a pas d'évolution. En fait, une technique est mise au point dans l'Antiquité et comme cette armure de tissage est résistante, en fait, elle va être réutilisée jusqu'à l'apparition des fibres synthétiques où les voiles dans la marine vont prendre d'autres formes et utiliser des fibres beaucoup plus solides que les fibres naturelles. On apprend également et on peut identifier une typologie d'usure. Comme je vous le disais, ce que j'ai repéré jusqu'à présent, c'est des usures, toujours les mêmes. Alors, certes, j'ai présenté celle d'LSG4, mais en comparaison avec les textiles issus de la momie de Lion, de l'inconnu de Lion, on a les mêmes types d'usures, exactement les mêmes, à la différence près que l'armure qui est utilisée pour la voile de l'inconnu de Lion, c'est une armure toile, et les usures que j'ai pu constater sur les textiles qui sont issus de l'épave LSG4, elles sont systématiquement présentes, comme je vous l'avais dit, sur les textiles qui ont une armure sergée ou dérivée sergée. Et ce qui est très intéressant et qui sera à apparaître, c'est que ces armures sergées ne sont pas utilisées seules, elles sont doublées d'une armure toile. Et on peut, à partir de là, proposer une hypothèse d'utilisation, les usures étant toujours appliquées de la même manière. Si l'on considère que ces textiles sont des restes de voile, les armures sergées viennent doubler la voile, mais à l'arrière, vu que les bateaux recevaient le vent à l'arrière dans leur marche. L'identification également et la typologie
des modalités de réparation. Alors, je n'ai pas voulu être trop longue ce soir, mais sur les ensembles textiles étudiés, plusieurs réparations ont été repérées l'étude systématique de celle-ci pourrait permettre à terme de comprendre justement le type de force auquel étaient contraints ces textiles pour essayer de comprendre éventuellement les manœuvres qui étaient sujettes à être appliquées à ces derniers. Et également, en fait, les traditions de tissage maritime. Je vous avais montré deux tissus en laine et en lin avec justement ces renforts dans la trame qui sont similaires à ceux retrouvés sur la momie de l'inconnu de Lyon. Pour l'inconnu de Lyon, il n'y a aucun secret, on sait que ces tissus viennent d'Égypte. Alors, trouver des textiles avec des factures de même type dans l'étanchéité d'un chaland gallo-romain, ça interroge. Parce que cette facture, en fait, c'est une facture égyptienne. On la retrouve sur un chaland gallo-romain. On peut se demander si le tissu, en fait, vient d'Égypte ou si cette typologie de tissage est beaucoup plus répandue en Méditerranée. L'identification des points de couture également est un élément extrêmement intéressant pour l'archéologie navale. Alors, au XVIIe et au XVIIIe siècle, la distinction des voiles de tradition anglaise et des voiles françaises se faisait notamment par rapport aux points de couture qui étaient utilisés par les voiliers et la distance qui existait entre ces différents points. Le relevé systématique des points de couture sur ces textiles d'étanchéité pourrait également permettre d'établir des modalités de construction d'objets textiles bien spécifiques avec une probable géolocalisation des tissus. Alors, enfin, il nous reste les modalités d'ornementation des textiles. On a vu tout à l'heure ensemble trois types d'ornementation de ces tissus. Une impression à la réserve, une impression à la cire et au tampon, une impression au tampon, qui sont toutes de facture orientale. Et on peut se poser la question soit d'un transfert de compétences en Méditerranée occidentale, soit justement d'une présence de ce type d'ornementation à Lyon dans l'étanchéité du bateau LSG4, vu que si l'on revient au relief de Torlonia, on voit bien que sur le relief de Torlonia, il y a cette louve qui allait Romulus et Rémulus en relief, et ce relief ne peut s'expliquer que par l'utilisation d'une broderie, et non pas l'utilisation d'un motif imprimé. Et si on s'intéresse à la description qu'a fait Lucien de l'Isis, on sait que les voiles pouvaient être brodées, imprimées, rehaussées de motifs divers et variés. Et donc, forcément, plusieurs hypothèses d'interprétation s'offrent à nous et ouvrent un champ d'études assez large. Enfin, on peut aussi s'interroger sur la localisation des ateliers de tissage des toiles et des ateliers de couture des voiles, puisque à ce jour, il n'y en a pas qui ont été identifiés. Et pour le tissage justement des voiles, tout à l'heure, je vous ai montré des restes de laises. Ces laises, en moyenne, ont une largeur qui va de 30 cm à 60 cm. Donc, pour les réaliser, il faut des métiers à tisser d'une soixantaine de centimètres de large. Donc, ce sont des petits métiers à tisser qui prennent pas beaucoup de place, qui ne laissent pas de traces en milieu portuaire. Et ça pose question de savoir où est-ce que justement on pouvait fabriquer les voiles et les monter. Ces textiles apportent également des informations sur la typologie du matériel utilisé pour leur réalisation et notamment les aiguilles, comme je vous ai montré tout à l'heure, de couture permettant l'assemblage des pièces, la réalisation des fils, des cordages, mais aussi et surtout
dans le cadre des textiles d'étanchéité, le lieu de stockage des textiles usagés et leur modalité de réemploi. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré justement que ces textiles étaient triés et que les éléments, euh, certains éléments en étaient prélevés, laisser des marques significatives. Donc, s'il y a un tri, s'il y a justement une sélection, il devait avoir une localisation de stockage et cette localisation de stockage pose problème, puisqu'à ce jour, on n'en a pas identifié, mis à part le fait de se repérer par rapport aux endroits où on a trouvé des épaves qui ont utilisé ces textiles pour l'étanchéité ou dans lesquels on a retrouvé des textiles mis en forme de galets et empoissés. Voilà. Merci beaucoup, Dejla. Tu n'es pas spécialiste des voiles, mais tu le deviens quand même, parce que là, tu nous as quand même montré des éléments extrêmement techniques, très, très précis, alors qui effectivement s'appuient sur l'expertise que tu as sur les tissus de manière générale. Mais on voit bien que là, sur ce corpus particulier, tu as voilà, un regard extrêmement pointu et une interprétation, une analyse. Et après, toutes ces questions que tu poses sur l'utilisation que l'on peut faire de ces connaissances sont voilà, très, très intéressantes. Donc voilà, je laisse la parole aux personnes qui voudraient poser des questions et avoir des éléments complémentaires sur certains points, si j'ose dire. Merci. J'ai une question. Oui. Allez-y. Oui. Alors d'abord, merci, c'était très intéressant de voir un petit peu ce que peut apporter l'étude des textiles à l'archéologie navale. Et justement, à ce sujet-là, j'avais une question. Est-ce que Mhm. les bandes de renfort que vous avez montrées sont plutôt sur les fils de trame ou les fils de chaîne? Et si cela peut nous donner une idée du sens de la voile? Alors, c'est toute la question qui se pose. Alors, les bandes de renfort, si tu parles de la voile, enfin des fragments de voile qui sont issus du rembourrage de l'inconnu de Lyon. Donc, alors dans les publications que tu pourras lire, on parle toujours de 46 fragments de textiles. En fait, il y en a beaucoup plus. Et ces bandes de renfort, pour le moment, j'ai pas encore réussi à comprendre comment est-ce qu'elles étaient localisées, puisque je suis encore au stade de l'inventaire et du relevé systématique des informations qui sont précisées dedans. Par contre, si tu te rappelles, dans la photographie, il y avait des bandes avec couleur et des bandes sans couleur. Au stade où j'en suis, alors j'ai relevé que les bandes avec couleur font à peu près 2,8 cm de large. Donc, elles sont tissées sur probablement un métier à tablette, en tout cas sur des petits métiers à tisser portatifs qu'on connaît grâce à l'ethnologie notamment, des métiers à sangle. Ces petites bandes-là servent de renfort, alors que la bande transversale, si tu te rappelles, qui, elle, n'a pas de couleur, elle fait à peu près 3,5 cm en moyenne. Je pense que c'est plutôt une bande qui doit se prolonger et qui peut-être permettait de fixer la voile au vergue. Mais n'étant pas spécialiste, en fait, je découvre au fur et à mesure en fonction de ce que les textiles veulent bien me dire. Par contre, au niveau des réparations, j'ai remarqué une chose extrêmement intéressante, c'est que systématiquement, les réparations sont dans le sens perpendiculaire du textile. C'est-à-dire que ta voile, en fait, elle est toujours dans le sens chaîne, avec la trame qui va être à l'horizontale. La réparation, elle va être dans le sens perpendiculaire, c'est-à-dire que la chaîne du tissu qui va être employé pour la réparation va se retrouver toujours positionnée à la perpendiculaire de la chaîne de la voile. Et ça, c'est tout à fait normal, puisque une réparation, enfin une déchirure, c'est une faiblesse dans le textile. Le textile, faut le réparer et le réutiliser, qu'il supporte la traction. Donc, pour supporter la traction, il faut essayer d'annuler la présence de la déchirure, et c'est le seul moyen de répartir la force, en fait, de la traction du textile. Ça, c'est l'élément le plus remarquable que j'ai pu, pour le moment, mettre en évidence, avec notamment les usures, toujours dans le même sens, et aussi la présence de potentiels éléments d'accastillage.
Ça aussi. Alors, je ne l'ai pas montré, comme je vous le disais. Marc a été très gentil d'accepter que je présente certains éléments de l'étude, mais d'autres textiles ont fourni des informations encore plus importantes, parce que sur certains d'entre eux, j'ai pu relever très précisément justement le tri dont je vous parlais, avec la marque très précise d'éléments d'accastillage, soit imprimés. Donc, pour les laises, en fait, ça donne des informations, notamment pour l'utilisation de capes de mouton, ou les capes de mouton. Alors, moi qui ne m'y connais pas, si je me base sur le relief de Tornonia, normalement, c'est en bas. Mais là, c'est imprimé sur la toile. Donc, ça là voudrait dire que les capes de mouton seraient utilisées sur la voile lorsque, justement, elle est déployée dans son utilisation. Ça, voilà, ça fait partie des choses que j'ai pu repérer. Mais pour les sangles, je ne peux pas t'en dire davantage. Merci bien.